On va réagir aux propos de Marion Maréchal à Thinkerview. C'est un abonné qui m'a envoyé les timecodes qui voulait que je commente pour cette vidéo. Alors ça m'arrange bien. Si vous voulez que je parle de quelque chose, quand vous m'envoyez une vidéo de 2 ou 3 heures, vous m'envoyez quelques timecodes. Comme ça, je peux les regarder en live. Alors je vais les découvrir avec vous. Je ne les ai jamais vus. Mais ça va permettre de guider un petit peu notre react plutôt que de se taper les 1h47. Quoi. Donc on va commencer à 11 minutes 40 où elle parle de si on la qualifie d'extrême droite, je crois, à 11 minutes 40. Et voilà. Les positions que je prends et les idées que je défends ne sont pas faciles à défendre. Vous savez, c'est pour ça qu'on vous qualifie d'extrême droite. Alors je pense qu'il y a derrière ça beaucoup aussi de mauvaise foi. Je vous le disais tout à l'heure, je pense que la volonté de disqualifier l'adversaire sur le plan moral, parce qu'une fois que vous avez disqualifié l'adversaire sur le plan moral, cela vous dispense de répondre sur le fond, puisque comme... C'est la même rengaine depuis tout le temps. C'est la même rengaine depuis tout le temps. Oui, voilà, on me qualifie d'extrême droite, je ne comprends pas. Pourtant, je ne suis pas d'extrême droite. Non mais... Au bout d'un moment, il faut arrêter. Il y a peut-être des gens, ok, ils sont rouge-brun, ils se croient vraiment pas d'extrême droite, ils sont peut-être pas d'extrême droite, enfin voilà. Mais elle, Marion Maréchal Le Pen, elle est à droite du Rassemblement National. Elle est où sur l'échiquier politique? Elle est extrême droite, elle est libérale, réactionnaire. Comme l'autre est par essence le diable, vous ne discutez pas avec le diable. Donc je pense que c'est plus malhonnête que ça, et je pense que la plupart des gens qui utilisent ce terme, ça... Mais non, mais quand on dit d'extrême droite, on dit, moi je dis pas que t'es le diable, si je dis que t'es d'extrême droite, mais t'es d'extrême droite. Je veux dire, moi si tu me qualifies de communiste, je vais pas dire, ah bah non, mais c'est pas bien, ça me qualifie, ça me met dans une boîte, bah non. Très bien qu'il est impropre, parce que l'extrême droite, à un moment donné, au-delà aujourd'hui d'un terme disqualifiant, ça correspond à des critères politiques précis, et en l'occurrence, notamment des courants autoritaristes, antiparlementaristes, dans lesquels moi je ne me retrouve pas, et qui a... Oh là 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 là, non, l'extrême droite, en fait, bon... Elle est vraiment en extrême droite parce qu'elle a une vision naturaliste des choses, une vision où les choses n'évolueraient pas dans l'histoire. Et c'est comme, à un moment donné, l'extrême droite, ça a été des courants antiparlementaristes. Elle dit, l'extrême droite, c'est forcément être antiparlementariste. Bah non. Non, non, pas du tout. L'extrême droite, ça veut juste dire être parmi, dans le groupe social le plus dans la réaction de la société, quoi. C'est-à-dire faire le jeu de la bourgeoisie réactionnaire, quoi. En gros, c'est ça. Oui, c'est ce que tu fais. Aujourd'hui, il n'y a pas une bourgeoisie réactionnaire qui défend des idées néo-nazis, anti-parlementaristes. Ça n'existe pas trop, en fait. Donc forcément, l'extrême droite, c'est pas ça. Sinon, ça veut dire qu'il n'y a pas d'extrême droite. En fait, si on la suit, l'extrême droite n'existe pas. Ou alors, c'est 2-3 groupuscules. Ben non, en fait, il y a une extrême droite, tout comme il y a une extrême gauche. Un programme qui ne me correspond pas. Autre question, vous avez dit immigration massive. Alors c'est quoi une immigration massive et c'est quoi une immigration pas massive? Alors j'y reviens, je réponds juste à votre question, juste avant en vous disant, parce que faut pas croire que on n'a pas de compassion à l'égard des personnes, faut pas croire qu'on est tous des êtres humains. Qui meurent en Méditerranée, qui fuient les dictateurs. Ah là 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 là. Ça c'est bon ça. Mais oui, mais le pire c'est que tout le monde fait de la politique en pensant avoir bon fond. Il y a quasiment personne qui fait de la politique en sachant qu'il est un connard, quoi. Nous, ce qu'on dit sur l'extrême droite, c'est pas que c'est des connards par essence. C'est que eux, ils ont des solutions qui vont plutôt vers moins d'égalité entre les gens, vers moins de droits individuels. Par exemple, on l'a vu avec CNews. CNews milite contre l'avortement. Bon, bah, ils militent contre l'avortement, ça veut dire qu'il y a quoi? Il y a des femmes qui vont pas pouvoir avorter, qui vont se faire ça dans des conditions de merde et qui vont mourir sur le billard, quoi. Est-ce que c'est quelque chose qui va vers nos droits individuels? Est-ce que c'est progressiste? Non, bah, c'est une solution plutôt de droite. On est tous des êtres humains. La torture, les génocides. Évidemment, évidemment. Donc moi, je suis pas indifférente aux personnes et à la situation des personnes. Et croyez-moi, les décisions qu'on prend sont des décisions, en tout cas le programme que j'aimerais défendre est un programme dont je sais qu'il est, il est dur et exigeant, mais il est nécessaire. Parce que, vous savez, le problème, c'est que la... Voilà. Moi, je suis humaniste, mais je sais que là, à un moment donné, il va falloir avoir un programme dur et exigeant parce qu'en fait, on peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement, on ne peut pas intégrer cette immigration massive. C'est ça qu'il y a derrière, en fait. Et ce truc-là, elle vient de nous dire, voilà, moi je suis pas autoritaire, mais maintenant elle nous dit, j'ai un programme dur et exigeant. Je suis désolé, mais c'est un peu bizarre. Solidarité,
c'est pas le suicide. Alors, et le problème, c'est qu'aujourd'hui... La solidarité, c'est pas le suicide. Non, mais vous voyez le truc, c'est vraiment... Mais elle dit, je suis pas d'extrême droite, quoi. Après, elle dit, voilà, essayez de donner un peu de boulot, et puis, en plus, ça rapporte à la France quand on donne du boulot aux immigrés. Bref, d'essayer de donner un peu de boulot aux immigrés, de les soigner quand ils ont une maladie et de les considérer comme des êtres humains, c'est déjà du suicide, quoi. J'ai envie de vous dire, si la France se portait extrêmement bien... Voilà, le malthusianisme, on a tout, elle n'est pas d'extrême droite, mais malheureusement, on ne peut plus accueillir cette immigration massive. Bon, les chiffres disent l'inverse, hein. On est un pays qui ne reçoit pas particulièrement d'immigration par rapport aux autres pays européens. L'immigration a une balance coût-bénéfice qui est excédentaire actuellement, mais on n'a pas l'argent pour. C'est ridicule. Que l'immigration posait pas de difficultés, que l'identité... Quelles sont les difficultés ? Bah, je vous en ai parlé tout à l'heure, on va les détailler, mais je vous disais des difficultés identitaires, des difficultés identitaires, c'est excellent, putain. Le truc tellement idéaliste, la bourgeoise, quoi, son problème dans la vie, c'est des difficultés identitaires, putain. Qui t'empêche de manger comme mangeait ton grand-père si t'en as envie, d'aller à la messe, personne t'en empêche, quoi. Selon moi, évidemment, je parle en mon nom, je vous le confirme, difficultés sécuritaires, et avérées pour le coup, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, même le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ne nie plus qu'il y a un lien entre immigration et insécurité. Même le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ce bon vieux gauchiste, ne nie pas qu'il y a un rapport entre immigration et délinquance, quoi, et criminalité. Bah c'est marrant, sors-nous les études. Toutes les études disent l'inverse. Sors-nous les études. Les études disent que il n'y a pas de rapport entre immigration et criminalité. C'est ce que disent les études. Après, toi, t'as peut-être que dans ton institut là de Golemont bourgeois réac, c'est l'inverse. Oui, sa source c'est Gérald Darmanin, c'est-à-dire le mec qui écrivait pour un journal royaliste et tout, qui est un type manifestement actuellement d'extrême droite, mais voilà, c'est un gauchiste. Vous êtes sûr de votre source ? Je suis absolument sûr de ma source. Je vais vous dire... Je suis absolument sûr de ma source. C'est quoi sa source ? Aujourd'hui, 20 à 25% des détenus dans notre pays qui sont des personnes de nationalité étrangère. Je parle même pas de personnes... C'est les chiffres du ministère de l'Intérieur. Je vous parle même pas, pour le coup, de personnes d'origine étrangère. Je vous parle de personnes de nationalité étrangère. Il faut savoir que dans nos prisons, aujourd'hui... D'accord, mais pourquoi est-ce que les études disent qu'on ne peut pas expliquer un rebond de délinquance par l'immigration, un rebond de criminalité par l'immigration ? La seule chose qui peut augmenter parfois, c'est vrai, c'est ce qu'on appelle la délinquance de survie, c'est-à-dire le fait que oui, quand t'as des mecs qui arrivent dans des conditions de merde, ils peuvent peut-être aller piquer un peu de bouffe au Monoprix. Mais en fait, tout ça s'efface à partir du moment où tu as de l'intégration économique de ces gens. C'est-à-dire que si ces immigrés-là, tu leur donnes un boulot et qu'ils ont un salaire, ils vont plus voler au Monoprix. C'est bizarre, hein, quand on a l'argent pour aller acheter son sandwich au Monoprix, on va pas le voler. En fait, il y a juste ça qui se passe. Mais elle nous explique à partir de son doigt mouillé que voilà, il y a des Noirs et des Arabes en prison. Ça veut bien dire qu'en fait, le problème de la criminalité en France, c'est l'immigration, quoi. C'est juste ridicule. Bon, on va passer au deuxième time-code, c'est 17 minutes 34, nous a mis l'ami. Elle nous explique que c'est la propagande antiraciste et décoloniale de nos politiques qui freine la fraternité, c'est ça ? La fraternité en France. De ça, et je finis juste par là, excuse-moi, je suis hyper longue. Si en plus de ça, vous êtes dans un environnement politique dont les élites elles-mêmes alimentent un ressentiment à l'égard de la France, laissent entendre en permanence qu'on a raison de ne pas aimer la France parce que la France, c'est la colonisation, c'est l'esclavage, c'est le mépris ou le... Qu'est-ce que tu racontes ? On vient de virer un imam parce qu'il a fait une blague sur le drapeau, parce qu'il a fait une prêche sur le drapeau tricolore. En fait, bon, il voulait parler des drapeaux de la Coupe d'Afrique des Nations, mais il a été viré pour ça. Et toi, tu viens nous dire en France, les élites sont anti-France. Qu'est-ce que tu racontes, bordel ? Le racisme à l'égard des minorités, bah évidemment, faut pas s'attendre à ce qu'il y ait un sentiment fraternel, et donc ça, bah évidemment, ça détruit le civisme et ça vous libère finalement dans vos pulsions vis-à-vis des Français notamment. Pourquoi ? C'est à cause du fait que les élites dénoncent le racisme envers les minorités qu'il y a une dislocation de la France ?
comment dire, laisse entendre en permanence qu'on a raison de ne pas aimer la France parce que la France, c'est la colonisation, c'est l'esclavage, c'est le mépris ou le racisme à l'égard des minorités, bah évidemment, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait un sentiment fraternel, et donc ça, bah évidemment, ça détruit le civisme et ça vous libère finalement dans vos pulsions vis-à-vis des Français notamment. Il n'y a plus de civisme et il y a plus de criminalité parce que nos élites sont trop antiracistes, quoi. Mais vraiment, mais... Sincèrement, les gens d'extrême droite qui regardent cette vidéo, ça vous convient comme explication? C'est quoi cette explication cramée, quoi? Ah, c'est une dinguerie, hein. Donc, 52-13, elle nous parle du conflit israélo-palestinien. Ça vous dit quelque chose, l'arithmétique de la rébellion? Non, dis-toi. En gros, vous butez un terroriste, vous butez un salaud, mais le problème, c'est que les 10 à côté, ils se transforment aussi en terroristes parce que c'est soit le cousin, soit la fille, soit... Ah là là, la question qui fâche. J'aime bien comment il pose la question en plus, parce qu'il pose pas la question de face. Il y va un petit peu et puis il dit ouais, en fait, est-ce que Israël est pas en train de créer une future génération de terroristes? Sky toujours avec ses concepts, et oui, c'est toujours des concepts un peu bizarres et tout, mais c'est marrant comment il fait ça. Ouais, ça fait 10 de plus. Le problème, si vous voulez, c'est que, alors déjà, une fois de plus, moi je crois pas à l'intention génocidaire d'Israël. Ça, j'y crois pas du tout. Je pense pas que Israël tue volontairement des civils. Je vois pas l'intérêt, en plus, y compris même géopolitique qu'ils auraient, parce que s'ils... Bah, moi, je pense que ce qu'il faut, c'est que Marion Maréchal, elle a 10 doigts, elle écrit une lettre à l'ONU pour expliquer, en fait, pourquoi Israël ne tue pas volontairement des civils. Elle peut nous expliquer pourquoi est-ce que elle pense à l'inverse de ce que pense l'ONU sur la question. Elle pourrait débattre avec quelqu'un de Médecins Sans Frontières qui est allé sur place. Pourquoi, c'est quoi, c'est selon elle, selon moi, au doigt mouillé, je pense qu'ils n'ont pas d'intérêt à le faire, donc ils le font pas, quoi. Ils font ça, et on le voit bien d'ailleurs, la communauté... Par contre, pour elle, le Hamas tue des civils parce que voilà, c'est des barbus, c'est des méchants, et du coup, eux, ils tuent son doigt mouillé lui dit que par contre, oui, eux, ils tuent des civils. Internationale se retourne contre eux, et ils perdent des appuis, ils perdent des soutiens, donc je trouve que ce serait un... Mais c'est peut-être pas leur intention, mais la méthode quand même, c'est un peu... Non, mais c'est pour ça que je vous dis qu'on peut partager les buts de guerre et interroger la stratégie militaire, mais une fois de plus, franchement là pour le coup, j'avoue humblement que, enfin d'ailleurs je pense que personne n'a vraiment tous les éléments pour pouvoir dire oui, ils font exactement ce qu'il faut. Elle a pas tous les éléments. Alors elle a tous les éléments pour condamner le 7 octobre, elle a pas tous les éléments pour condamner le génocide en cours à Gaza. C'est sûr, hein. C'est sûr, hein. Faire exploser toutes les boulangeries, tirer sur les bateaux de pêche, empêcher les camions avec du ravitaillement d'arriver, tirer avec des bombes qui détruisent tout à 30 mètres aux alentours, dans des lieux qui sont parmi les plus peuplés au monde. Non, il n'y a pas d'intentionnalité, c'est très bien. Ou c'est n'importe quoi, voilà. La conséquence, elle est terrible, c'est qu'il y a des morts civiles, et évidemment c'est détestable et regrettable, et en même temps, je peux pas empêcher Israël et je peux pas délégitimer Israël dans sa réponse. Je veux dire, on aurait vécu ça en France, qu'aurions-nous fait? Ça me paraît logique, je veux dire, quand vous avez des otages, quand vous avez eu ces massacres, ces enfants, ces femmes violées, que vous ripostiez. Mais déjà, pourquoi est-ce qu'on n'a pas vécu ça en France? Peut-être parce qu'on n'est pas allé, je sais pas, par exemple, coloniser la Suisse. Peut-être que si ça faisait 80 ans qu'on colonisait la Suisse, qu'on avait fait des frontières autour de chez eux, qu'il y avait des checkpoints, que les mecs étaient considérés comme des animaux et tout, qu'on les considérait comme des animaux, qu'on leur tirait dessus quand ils faisaient des marches des marches pacifiques et tout, bah peut-être qu'on aurait des terroristes suisses qui veulent nous buter. Ça n'a pas de sens de faire commencer l'histoire au 7 octobre. Si Israël n'avait rien fait, bon bah ça voulait dire que le Hamas pouvait recommencer, voilà. Donc moi, je veux dire, ça fait, comme vous disiez, plus de 76 ans qu'on n'a pas la réponse. Je fais partie de ceux qui ont défendu le principe pendant longtemps d'une solution à 2 États, pensant que c'était aussi le meilleur moyen, y compris de défendre l'intégrité d'Israël, puisque finalement ça officialisait, ça structurait un État, donc c'était plus facile. Je me fais l'avocat du diable, défendre aussi l'intégrité de la Palestine. Mais la meuf, elle transpire le biais Raslar, quoi. C'est-à-dire qu'elle dit 2 États, mais 2 États, elle, pour elle, c'est oui, surtout pour un peu que les machins, là, les Palestiniens, ils soient d'un côté et que les Israéliens soient tranquilles, quoi.
et du coup aussi en tout cas des populations civiles palestiniennes qui aujourd'hui évidemment vivent dans des conditions extrêmement précaires, mais on va pas se mentir, cette solution, en tout cas à court terme, elle est éminemment compliquée. Premièrement parce qu'aujourd'hui, vous n'allez pas proposer un État aux Palestiniens alors que le Hamas vient de faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire que c'est évidemment une... Mais enfin, je sais pas, elle fait exprès d'être biaisée, vous pensez, ou elle est comme ça, genre là pour elle, le Hamas a fait l'irréparable, mais pas l'armée israélienne, quoi. C'est ouf quand même. L'idéologie, c'est assez incroyable ce que ça peut provoquer, quoi. Une récompense donnée au terrorisme et aux méthodes du Hamas, donc c'est inenvisageable. Et deuxièmement, avant d'envisager cette solution, il faut être sûr que toutes les ramifications islamistes soient détruites, parce que sinon vous créez un Daesh. Comment tu es sûr que toutes les ramifications islamistes sont parties, alors qu'en fait plus tu détruis les gens et plus tu crées des morts, plus tu crées de terrorisme islamique sur le territoire? Comment tu veux faire ça? Ça n'a pas de sens. Aux portes d'Israël, et évidemment ça c'est bien sûr ni pour Israël, mais... Puis je suis désolé, mais cette meuf a une école de politique et de géopolitique. Elle nous explique que ça crée un Daesh aux portes d'Israël. On peut pas dire que la bande de Gaza avec le Hamas ce soit Daesh. Ni pour les Européens, aujourd'hui, qui ont des soldats islamistes et djihadistes, y compris sur leur propre sol, et qui prennent parfois leurs consignes, on l'a vu, directement à Gaza ou dans d'autres pays du monde, type Qatar et compagnie. Voilà. Ensuite, c'est à 1h, 1 minute 07, voilà. Nicolas Sarkozy. Comment on juge une société? On la juge comment? Avec 2 facteurs. Comment on juge une société? Je vous donne 2 pistes. Ah oui, les questions et les réponses. Non, c'est pour vous donner à peu près l'amplitude de mon Donne-moi attente. le cadre. Son respect des animaux et son respect des détenus. Voilà, ouais, bien sûr. On juge une société à son respect des détenus. Je pense que pour elle, c'est vraiment ça la réponse. Son respect des immigrés clandestins, même, des sans-papiers. Oui, j'aurais pas forcément... Oh là, ça souffle. Pris ces critères-là, mais quels sont les typiquement son niveau de sécurité et de civisme. Ça, je pense que c'est vraiment une donnée importante pour mesurer le niveau de civilisation. Je pense que c'est ça qui fait que les sociétés se développent et qu'on puisse vivre sereinement. Enfin, je veux dire, c'est bien. Ça veut dire quoi, son niveau de civisme? Son niveau de sécurité, à la limite, on peut comprendre ce qu'elle veut dire. Déjà, c'est foireux, je pense, pour dire juste son niveau de sécurité. Parce que là, en plus, elle est dans un imaginaire, je pense, très sécuritaire. Or, on sait que les pays où on a moins de chances de crever dans la rue, c'est pas les pays où t'as la police comme ça qui est prête à te tirer dessus au moindre truc, mais c'est plus les pays scandinaves ou des pays de ce type, si j'ai bon... Si j'ai bon souvenir, on peut regarder si vous voulez. Pays les plus sécures. Il doit y avoir des pays d'Asie aussi. Islande, Danemark, ouais, pays scandinaves un peu. Hein. Enfin, c'est pas Scandinavie, mais pays du nord de l'Europe. Irlande, Nouvelle-Zélande, Autriche, Singapour, Portugal, Slovénie. Bizarrement, on n'a pas les États-Unis et les pays comme ça qui sont très sécuritaires. Et puis après... elle nous dit son niveau de civisme. Ça veut dire quoi, son niveau de civisme, quoi? Ça veut dire le respect des coutumes du pays? Enfin, c'est quoi? La politesse? Le rôle d'un État, c'est celui de garantir cette liberté-là. Aujourd'hui, je considère que le contrat n'est pas rempli par l'État français, de ce point de vue-là. Ça va, on a l'impression, quand on écoute les mecs d'extrême droite, que tu sors dans la rue, t'es jamais serein. Ils sont quand même assez flippés, hein. La sécurité et puis quoi d'autre, un deuxième facteur, parce que de la sécurité découle beaucoup de choses, mais c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure en fait, le fameux sentiment fraternel, c'est-à-dire que je pense que oh là, comment les racistes ils essaient de trouver des mots pour noyer le poisson. Le sentiment fraternel, il y a des gens qui sont moins fraternels que d'autres. Putain, mais c'est ridicule. C'est ridicule. En plus de ça, le sentiment fraternel, ça se fait aussi par quartier, par ville et tout. Je suis désolé, mais quand t'habites dans le sud-ouest et que tu vas en Alsace, bah, tu vois que c'est quand même un peu différent de chez toi. Et c'est ce qui est marrant aussi. Faut arrêter les conneries. Je vais élargir un peu le sujet, mais il y a une chose pour moi qui... Je vous autorise. Merci. Je vais essayer de faire...
Il y a une chose pour moi qui menace la démocratie, au-delà du gouvernement des juges, c'est justement le multiculturalisme. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Elle parle de quoi quand elle parle de multiculturalisme? C'est quoi? C'est les Vendéens. C'est sûr que c'est les cathos vendéens qui font leur petite communauté, leur petite fête de famille là, un peu bizarre. Je suis sûr qu'elle parle de ça. Elle dénonce les cathos vendéens là. Je m'explique. La démocratie, c'est pas uniquement une addition de voix qui donne un projet. Parce que pour dégager un fait majoritaire, il faut qu'il y ait quand même des fondations civilisationnelles communes. Il faut quand même que le peuple qui vit sur le territoire s'accorde globalement, évidemment, sur la notion qu'il a du bien et du mal, du pays. Parce que genre, quand tu es dans une société multiculturelle, les gens s'accordent pas sur les notions de bien et de mal. Genre, il y a des cultures, elles sont pour le viol, elles sont pour tirer à vue dans la rue sur les gens. Enfin, c'est quoi ces conneries encore? Périmètre, des lignes rouges, des valeurs un peu fondatrices qui font qu'on peut vivre ensemble. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec l'immigration, avec le multiculturalisme, on n'arrive plus vraiment à dégager de faits majoritaires. Parce que justement, il y a des visions, des modes de vie qui se confrontent et qui cohabitent mal. Et donc, on construit une addition de minorités. C'est ce que font très souvent d'ailleurs nos gouvernants. Donc, on construit des majorités de circonstances de façon un peu bancale et qui explosent. Et en plus, ce qui est ridicule, c'est que elle est dans un repli communautaire à elle. Elle dit ah oui, multiculturalisme, machin, mais elle est dans son repli communautaire. Il y en a d'autres qui sont dans d'autres replis communautaires. Et moi, je suis d'accord, c'est mieux une société où on arrive à être peut-être un peu plus d'accord sur certaines valeurs. Oui, mais comment ça se crée tout ça? Bah, ça se crée par le projet. Ça se crée quand on a un projet de société commune, que la société est en croissance. C'est comme ça qu'on a une espèce d'intégration où tout le monde va dans le même sens parce que c'est mieux qu'avant. Et quand ça devient moins bien qu'avant, quand c'est la crise, bah là, on se replie un peu dans nos familles, dans nos cultures familiales. Qu'est-ce que tu veux juger à ça? Enfin, toi, tu vas nous proposer le projet de demain qui va nous permettre d'aller dans le même sens? Non, tu as un projet de division de la société qui va faire qu'il y aura encore plus d'opposition entre les communautés. À part si tu considères qu'il faut remigrer massivement, je sais pas, 10 millions de personnes, qu'il faut tirer à vue sur certaines personnes qui te plaisent pas, quoi. Mais sincèrement, son projet pue, hein. Bon, on va passer à 10651. Alors, 10651, où elle nous dit qu'on n'est pas assez prospère. Et donc, ils ont choisi. On a le réchauffement climatique qui commence à mettre des zones dans le monde inhabitables. On a des précarités économiques, des gens qui sont connectés à Internet et qui voient l'Eldorado en Europe. On voit des gens mourir dans la Méditerranée, un immense cimetière dans la Méditerranée. C'est pas des facteurs qui vont s'arrêter, c'est des facteurs qui vont continuer. Qu'est-ce qu'on fait, nous? C'est trop drôle parce qu'il appuie sur des questions qu'elle a pas envie qu'on lui pose, quoi. Ça se voit qu'elle s'en fout un peu, qu'elle est là. Le mec qui revient, les gens qui meurent dans la Méditerranée, il revient comme ça, Sky 30 000 fois, c'est vraiment marrant, je trouve. Nous, l'Europe, on construit un mur, on fait un blocus maritime, on aide le développement sur place, on évite que les gens clament en pleine Méditerranée avec avant de clamser, des brûlures de mazout dans les Zodiacs, la traite des hommes, le marché aux esclaves en Libye. Ah là 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 là, la question elle est longue, elle est grinçante. On sent la sueur là. On sent un peu la sueur de droitardé, accent aigu, Et j'en passe et des meilleurs, de l'esclavagisme, des viols, des coups et j'en passe. On fait quoi? Alors, il y a plein de choses dans votre question. Première chose, Merci. vous savez, il y a, d'après les Nations Unies, il y a à peu près un quart de la population mondiale qui vit dans des zones en situation de conflit. Donc si le principe, c'est de dire que la France a vocation à accepter toutes les personnes qui subissent... Oh là 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 là, oui, la France ne peut pas prendre 600 millions de personnes. Personne n'a dit que la France allait prendre toutes les personnes qui subissent un putain de conflit dans le monde, mais c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Et en plus, ce discours-là, la vidéo de Tao Khan, elle est bien par rapport à ça. Je sais pas si vous l'avez vu, la vidéo sur l'immigration de Tao Khan, où il montre que même quand il y avait 1000 immigrés, les droitards, ils tenaient déjà ce discours-là de on peut pas, on est submergé.
Des zones de conflit, je peux vous dire qu'on n'a pas fini parce qu'un quart de la population mondiale, ça va faire beaucoup. Donc moi je remets en Personne n'a dit que la France allait prendre tout le monde. cause ce principe qui explique qu'aujourd'hui la France a un devoir d'accueil et d'hospitalité inconstitutionnel et illimité. Alors une fois de plus, je vous le dirais, On a en France 3 millions de logements libres pour 300 000 SDF. Donc il y a une volonté politique de ne pas loger les SDF. Il faut le comprendre. Cette volonté politique, elle s'appelle la propriété bourgeoise. Il y a des types, ils ont 10 appartements et en fait, il y en a qui ne sont pas loués. C'est politique. Les immigrés rapportent plus d'argent aujourd'hui qu'ils ne coûtent. Donc accueillir un maximum d'immigrés qu'on peut loger, qui vont nous rapporter de l'argent, en fait, il n'y a aucun problème avec ça. Le problème, il est simplement politique, il est simplement qu'il y a des gens comme elle qui sont en sueur quand ça sent le tagine dans la cage d'escalier, quoi. C'est juste ça, le truc. On serait richissime, dans une situation de prospérité, à ne plus savoir quoi faire de notre argent, de nos places d'hébergement. J'ai envie de vous dire, très bien, soyons fraternels, mais on n'est objectivement plus dans cette situation. Et Putain, c'est eux qui créent une espèce de crise à la con et tout, et après ils viennent nous dire ah mais on peut plus accueillir. C'est eux qui créent les guerres. C'est la bourgeoisie qui crée les guerres à travers l'impérialisme, à travers même le réchauffement climatique. On peut aussi lui mettre sur le dos si on veut. C'est eux qui créent une crise du capitalisme en restant dans ce système qui est fondamentalement paradoxal et voué aux crises. Et après, ils viennent nous dire oui, mais on peut pas prendre les gens qui fuient les guerres, quoi. Et là, aujourd'hui, c'est le réchauffement climatique. La survie même de la France en tant que civilisation française et européenne qui est menacée. Alors moi, je considère qu'on doit quand même avoir le droit de pouvoir continuer d'exister en tant que peuple, en tant que civilisation et en tant que nation. Ah, mais c'est toujours pareil, c'est toujours les mêmes arguments pourris. Mais personne t'a dit que t'avais pas le droit de faire ce que tu voulais. Fait, qu'est-ce que c'est que ça? La France, en plus, ça a toujours évolué. Il n'y a jamais eu un moment où la France s'est mise à se figer et il faut la garder comme elle. Tu sais, on croirait les gens qui achètent des objets de collection qui sont faits, je sais pas, qui achètent une guitare et tout, vintage et qui jouent jamais dessus. Ils jouent jamais dessus parce qu'ils considèrent, voilà, c'est comme ça, elle doit pas bouger, elle doit être, les cordes, elles ont 50 ans, je change pas les cordes pour jouer, quoi. Ils sont comme ça, eux, avec la France. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand vous regardez je parle de l'immigration légale, pour le coup, les premiers titres de séjour, les nationalités qui sont les premières bénéficiaires des premiers titres de séjour, on a Algérie, Maroc, Tunisie. Alors, je vous dis pas que ces pays sont dans des situations économiques merveilleuses et incroyables, mais Algérie, ça va pas mal, non? Oui, non, bien sûr, c'est pour ça que je vous dis que tout n'est pas parfait. Quel est le problème, Marion, avec l'Algérie, la Tunisie et le Maroc? Dis-nous quel est le problème? Et il y a parfois des dérives semi-autoritaires et tout. Ce que je veux vous dire, c'est qu'en tout cas, on ne peut pas dire que ce soit les pays les plus affamés ou face à des crises climatiques majeures. Donc, vous avez été en Algérie ou au Maroc? Oui, j'ai été au Maroc et en Tunisie, pas en Algérie. Où ça? J'ai été à chaque fois dans les capitales et puis une fois... Ah là, j'aime bien comment il fait le connard. Où ça vas-y, dis-nous et tout. Parce que tu sais, si la meuf, elle est au pied du mur et tout. Non, pas que au Club Med. Vous avez été comment? Sac à dos? Oui, c'était des voyages personnels chaque fois. Je suis pas allé dans le cadre politique. Mais dans quel cadre? Parce qu'il y a voyage personnel et voyage personnel, c'est-à-dire que... Oui, enfin, je veux bien vous raconter ma vie. Non, c'était pour le coup, voilà, visite, découverte du pays, c'était pas au Club Med. Quel fouteur de merde. Ça pue la douille, son histoire. Vous avez visité quoi? D'accord. Vous avez encore les tickets de musée pour nous prouver votre voyage? Tour opérateur ou vous avez non, fait pas avec un tour opérateur non plus. Mais il est trop drôle, Sky. Mais bon, au-delà de ça, tout ça pour vous dire que, au-delà de ma vie passionnante, c'est une immigration. Pardon? Vous avez appris quel mot là-bas? Des gros mots, comme à chaque fois qu'on va à l'étranger en premier mot. Mais je vais pas vous le dire, parce que vous m'avez dit pas de gros mots, pas de diffamation. Donc, non, ce que je veux vous dire, c'est que là, typiquement, on est face à une immigration... Pas de dénigrement. Et pas de dénigrement. Pas une immigration climatique ou liée à des conflits, on est une immigration économique. Voilà, ça. Elle voit pas le rapport entre l'Algérie et le fait que ce soit un ancien département français, hein, voilà, une ancienne colonie française. Elle voit pas le rapport, elle. Oh, c'est bizarre, les Algériens, ils sont surreprésentés dans l'immigration en France.
Bizarre, on n'a aucun rapport avec ce pays-là, on est tout à fait blanc, tout à fait... blanc, c'est le cas de le dire, tout à fait propre dans cette situation. C'est ouf quand même. C'est ouf. Ça, c'est factuel. Et deuxième chose, là pour le coup, je vais vous prendre les demandeurs d'asile, qui rentrent bien souvent clandestinement sur le territoire pour demander l'asile, d'où le fait que ce soit devenu une filière d'immigration. Première nationalité qui demande, je vous épargne les suivantes, c'est l'Afghanistan. Donc l'Afghanistan... Les sources. Alors, les sources, à chaque fois, c'est le ministère de l'Intérieur. Sur l'immigration, de manière générale, je vais vous faire gagner du temps. Moi, j'utilise que des sources officielles, ministère de l'Intérieur, INSEE, Cour des comptes. Et quand c'est... Aidez-nous à vérifier les sources et les informations avancées sur Captain... Ah, c'est pas mal, ça. Ouais, et les sources, c'est pas mal son ressenti, quand même, hein, parce que son truc sur on ne peut plus en accueillir, même Darmanin le dit, la délinquance augmente à cause de l'immigration, c'est son dos mouillé, hein. C'est des trucs européens, parfois l'OCDE. Comme ça, au moins, je suis pas embêtée. Et donc, l'Afghanistan, alors évidemment, je dis pas que la vie des populations en Afghanistan est merveilleuse, loin s'en faut, loin s'en faut. Mais vous savez, il y a à peu près, il y a à peu près 6000 km, plus de 6000 km entre nous et l'Afghanistan. Est-ce que, objectivement, c'est le devoir de la France, en premier lieu, de devoir accueillir les réfugiés d'Afghanistan? Une fois de plus, j'en suis pas absolument convaincue. Oh là là. Ils en sont là, les gars, quoi. Elle veut bien qu'on accueille les immigrés, en fait, d'Italie, la Suisse, l'Espagne, l'Allemagne, la Belgique. Ben non, les immigrés viennent souvent de pays qui sont en train de fuir, ou alors de nos anciennes colonies. Bah oui, je vois pas ce qu'il y a d'incroyable. Encore une fois, il y a un rapport avec l'impérialisme, avec ce qui s'est passé en Afghanistan. C'est pas forcément l'impérialisme français, mais on peut pas faire comme si ça n'existait pas, quoi. Et je considère que la France a largement fait son devoir. Donc il ne s'agit pas d'être on construit des murs, on n'en a rien à faire. Il s'agit de dire qu'aujourd'hui, notre premier devoir de responsable politique, c'est d'abord d'assurer la survie, la prospérité, l'intégrité et la sécurité du pays. Et que donc ça, c'est pas compatible avec une immigration de masse, qu'elle soit légale ou illégale. Food Action qui dit un peu oui, on allait faire la guerre là-bas, on a engagé des gens sur place qui maintenant sont menacés. Bah oui, c'est sûr que ça aide pas. Ouais. Venus de pays dont le moteur principal est d'abord un sujet économique. C'est combien de masse déjà? Mais en plus, c'est vrai qu'il y a un deux poids deux mesures avec l'Ukraine, parce que l'Ukraine, les droitards ont été très contents parce que c'est des blancs, alors que c'est pas beaucoup plus proche que l'Afghanistan, quoi. Question internet, les prisons sont remplies d'étrangers ou alors de pauvres? Elles sont en tout cas, il y a 25% de détenus qui sont de nationalité étrangère. Voilà, c'est ce que j'ai voulu dire. Maintenant, de pauvres... Non, je crois pas que les trafiquants de drogue soient très pauvres. Oh là 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 là, Disaster Class, elle est trop fière d'elle. Hein, voilà, les conditions matérielles d'existence n'ont rien à voir avec le fait d'être en prison ou pas. Hein. Vous pouvez être très riche, selon votre ethnie, vous n'irez pas forcément en prison. Bon, elle a peut-être pas tort, en même temps, il y a peut-être des gens qui, selon leur ethnie, sont plus jugés et vont plus en prison. Regardez la dégaine qu'elle a après avoir dit ça, quoi. Putain, hein, d'où c'est pas les pauvres qui sont en prison aussi. Et les étrangers aussi, mais c'est une raison. Ça s'appelle aussi le racisme, ça s'appelle aussi la domination nord-sud. Est-ce que vous pensez que les guetteurs, les chauffeurs sont pauvres? Je ne crois pas aujourd'hui que la France soit un pays qui organise ou qui laisse prospérer la misère de ses populations. Je pense que le guetteur, il n'est pas guetteur parce qu'il a faim ou qu'il n'a pas de logement. Objectivement, il faut arrêter avec ce misérabilisme, c'est pas vrai. Non, mais c'est peut-être parce qu'il a aucune perspective de vie, peut-être parce que il a eu, je sais pas, une famille où c'était plus compliqué, ou enfin voilà, il y a plein de choses qui expliquent le fait que les gens ils finissent par devoir faire des choses qu'ils ne feraient pas s'ils avaient un boulot à 3000 balles par mois, avec une famille plus stable et puis avec des diplômes. C'est ridicule de faire genre que ouais, c'est juste leur choix, quoi. C'est ça le truc. C'est des gens, on leur a mis une cuillère en argent dans la bouche dès qu'ils sont petits, mais en fait, comme c'est des immigrés, ils sont débiles et ils finissent dans des affaires de drogue, quoi.
Bref, c'était le dernier extrait. Je sais pas si vous avez vu l'interview entière. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, moi je trouve que c'est une disaster class. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à vous abonner aussi à la chaîne principale Pas du Ring sur laquelle va sortir plusieurs vidéos. Et je vous invite à donner sur le Tipeee. Sur ce, à plus.